Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je vais vous raconter plein de choses en cette période de publication des résultats trimestriels. Donc ce sont les résultats des troisièmes trimestres de chaque entreprise. Donc pour rappel, il y a eu LVMH la semaine dernière hein, qui a ouvert le bal. Là, ce soir, après clôture, il y a L'Oréal et notamment Vivendi du CAC 40. Demain, il y aura Air Liquide, Carrefour, Michelin, Thales, Kering. Jeudi, il y aura Accor, Danone, Dassault Systèmes, Edenred, Hermès, Orange et Vinci. Et vendredi, 25 octobre, il y aura notamment Safran. Avant de continuer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à partager ce contenu. Merci de votre soutien. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est lorsqu'on devient investisseur en bourse, du moins lorsqu'on débute. Il y a des moments où ça va bien se passer, chouette, il y a des moments où ça va moins bien se passer. Et des fois, on va perdre beaucoup d'argent, comme ça a été pour le cas pour moi dernièrement. Et donc là, il va se poser la question suivante, faut-il persévérer ou abandonner? Ça se trouve, c'est pas fait pour moi. Et ça nécessite d'abord de se remettre en question et surtout d'apprendre à se connaître. Donc moi, je pense savoir me connaître, mais la partie que j'avais pas faite, c'était me remettre en question. Donc c'est l'objet de cette vidéo. On va voir ça ensemble afin d'éviter de faire de nouvelles erreurs, en tout cas des erreurs bêtes à l'avenir. Comme vous l'aurez compris, entre persévérer ou abandonner, ben, j'ai choisi de persévérer et de chercher à mieux comprendre mes erreurs dans le but de m'améliorer tout simplement. Pour ceux qui me connaissent pas encore, ça fait depuis 2020-2021 que je m'intéresse à la bourse, hein, depuis le crash en lien avec la Covid. Et puis, je suis surtout investi via mon PEA depuis septembre 2023, donc ça fait un peu plus d'un an. Et depuis cette deuxième année de bourse, hein, ce début de deuxième année, j'ai décidé de me remettre en question afin de ne pas refaire les mêmes erreurs, tout simplement dans le but de m'améliorer et surtout de gagner de l'oseille. Pour être honnête avec vous, au début, quand je me suis lancé sur mon PO, j'avais un cahier sur lequel je notais tout ce que je faisais, mes achats, mes ventes, mes objectifs, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un journal de bord, hein, tout simplement. Ça permet justement de ne pas perdre le fil, de ne pas perdre de vue ses propres objectifs. Donc bien sûr, il faut se les fixer à l'avance. Et donc ça, c'était un bon point pour moi. Mais très vite, on va dire au bout de 6 mois à peu près, j'ai commencé à lâcher un peu ce cahier. Surtout que certains me disaient, ouais, mais t'es bête d'écrire à la main tout ce que tu fais. Il y a des ordinateurs pour ça, etc. C'est nul. Il y a même des sites qui existent comme Morning et tout et tout. Et en fait, non, moi je suis plutôt vieille école. Je préfère écrire à la main ce qui m'intéresse. Donc justement, j'avais perdu de vue un peu ce cahier, j'ai décidé de le reprendre et justement, ça me permet d'être plus rigoureux. Si je dois résumer un petit peu toute cette vision des choses, la première, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer hein, à travers mon petit cahier, mon journal de bord. Et donc, il faut aussi rappeler, ça c'est très 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 important. Tout le monde le dit, mais je pense que les gens ne l'intègrent pas assez. L'argent investi en bourse et de l'argent que l'on est potentiellement prêt à perdre. Et la deuxième partie, c'est se fixer ses propres objectifs. Donc, pour ma part, ce sont des objectifs plutôt moyen, long terme, hein. C'est pour ça que j'avais mon cahier journal de bord. Je me rappelle, au début, j'écrivais que pour certaines valeurs, je voulais un objectif de plus 15%. Pourquoi plus 15%? Bah, tout simplement parce qu'en fait, voilà, le livret A, c'est 2-3%. L'inflation, c'était de l'ordre de 6%. Les gens disaient qu'il faut compter sur 5-10%, donc je voulais être optimiste en disant 15% de rendement sur ces valeurs. Et l'élément que l'on néglige le plus souvent, c'est l'analyse de ces trades, donc c'est de ces achats et ces reventes, de ces opérations. Est-ce que j'ai fait un bon trade, est-ce que j'ai fait un mauvais trade? Et bien sûr, je suis tout seul, donc faut que je me débrouille. Je suis pas un grand fonds d'investissement où j'ai une équipe avec analyse fondamentale, analyse technique, un stratège et le trader, celui qui appuie sur le bouton à l'instant T dans le but de faire gagner de l'argent à son entreprise. Donc, j'ai repris les données de mon PEA dans son ensemble et j'ai fait exactement 13 trades. Trades, c'est-à-dire achat et revente, hein. Les actions que j'ai en cours, que je n'ai toujours pas revendues, ce ne sont pas des trades puisque j'ai juste acheté. Je les ai pas encore revendues avec une plus ou moins value. D'accord? Je vais vous présenter trois tableaux. Donc le premier c'est celui-là avec Téléperformance que j'ai acheté le 30 août 2023 à un PRU de 125 € et que j'ai revendu
quelques jours après le 5 septembre à 129 euros. Vous avez vu, j'ai fait plus 2,6% de plus-value. Donc voilà, je suis peut-être l'un des seuls à avoir gagné de l'argent sur Téléperformance, hein. C'est une saucisse, hein, faut dire ce qui est. Et en plus, vous voulez savoir l'anecdote pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'ai vu un article qui disait Téléperformance, plus forte hausse du CAC 40 et du SBF 120 à ce moment-là. Et là, je me suis dit, chouette, c'est la première, elle a fait une super hausse, et en plus, il y a dans le mot téléperformance, il y a performance. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas en acheter une, ça doit sûrement valoir le coup. Ensuite, Engie, bon voilà, acheté à 15 euros, revendu à 16, hein, tout simplement parce que j'ai remarqué qu'elle évolue dans un trading range, voilà, de l'ordre de 2 euros à peu près. Donc, du coup, j'ai vite encaissé ma plus-value, comme vous avez pu le voir, à plus 5,78%. Ose, c'était ma saucisse en septembre. J'ai sauté dessus bêtement comme un débutant en me disant elle va monter, c'est une pharma de dingue, elle monte, elle prenait je sais plus 10-15% ce jour-là et je l'avais acheté donc en gros un PRU à 6,93 comme vous pouvez le voir. Bon voilà, au bout de 2-3 mois, je l'ai revendu à 3,99 €, donc c'était une très faible, enfin très forte moins-value de moins 42,75%. Voilà, maintenant elle cote à plus de 10 euros, donc c'est vous dire cette valeur tant elle est volatile. Bon, c'était pas une pépite, mais maintenant ça a l'air d'en être une. Enfin, c'est un peu tard pour rentrer sur le titre, parce que voilà, elle a dû sortir un médicament de ouf dans le cadre de la cancérologie. Voilà pourquoi elle cote à plus de 10 euros maintenant. Néanmoins, pour tout nouvel investisseur, moi je déconseillerais de rentrer sur ce genre de titre parce que il y a tellement de magouilles. Moi, ça, pendant ces 3 mois-là, pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai mis autant de temps avant de la revendre, eh ben, elle a chuté brutalement le lendemain de mon achat et j'étais en vacances en plus, donc je pouvais pas faire ce que je voulais via mon téléphone. Et en plus, donc j'étais dans un pays étranger. Et en plus, en fait, après, elle oscillait entre 4,2 euros et 4,6 euros. Et sur les forums d'investing, entre autres, les gens disaient oui, il y a des magouilles, les mecs qui rentrent à 4,2 et revendent à 4,6. Et en gros, c'était un peu un piège, difficile de s'en sortir. Et à un moment donné, c'est passé en dessous des 4,2. Et là, je me suis dit, mince, je suis en train de vraiment perdre de l'argent. Faut vite que je me débarrasse de cette saucisse. Et voilà pour Ose. Ensuite, Plastique Val de Loire, bah voilà, ça me disait quelque chose de bien. Je me disais, tiens, c'est une bonne boîte, elle est sous-évaluée. Enfin, ça, c'était mon impression, hein. Je connaissais pas les analyses techniques et fondamentales. Je me dis, tiens, elle est sous-évaluée. Ce serait peut-être sympa de rentrer sur le titre. Sur le titre, elle cote que 3 euros, alors que par le passé, elle cotait un peu plus. Elle va sûrement remonter et tout. Et effectivement, je l'ai revendue un peu tôt, elle a refait des bénéfices derrière et elle était montée jusqu'à 4 euros, donc j'aurais pu la vendre avec une plus-value si j'avais été plus patient. Mais bon, voilà, j'estimais que là aussi j'étais en train de faire une erreur, que là aussi c'était une saucisse. Et au fond, c'est une saucisse parce qu'elle cote actuellement 1,40 € à l'heure où je vous fais cette vidéo. Ensuite, Edenred, nouveauté du CAC 40, elle rentre l'été 2023 dans le CAC 40. Je me dis, elle, ça doit avoir le coup, c'est les tickets resto, tout le monde aime les tickets resto, etc. Et puis un jour, il y a la ministre Olivia Grégoire qui dit à la télé, bim, on va taper sur les tickets resto. Et là, bam, moins 10 euros sur la valeur, elle passe de 60 à 50 euros. Bref, je me suis dit là, ça sent mauvais. Donc en fait, bon, c'est pas une bonne stratégie. J'avais renforcé ma position avec des achats moins chers, donc ça avait fait baisser ce qu'on appelle mon prix de revient unitaire, mon PRE. Et puis le but c'était de m'en sortir avec une petite plus-value. Donc c'est pour ça que j'ai eu 30 euros de plus-value sur Edenred au bout de quelques mois. Et Technip Energy, je me suis dit tiens, elle fabrique en gros les pipelines pour transporter l'énergie, il me semble. Et elle avait le vent en poupe au moment où je l'ai acheté. Et puis après, il y a eu la polémique avec la Russie. En gros, elle fournissait un peu la Russie. Fallait qu'elle se sorte de ce bourbier. Donc ça lui avait pas fait une bonne pub. Et puis en fait, j'ai remarqué qu'elle oscillait souvent entre 20 euros et 24 euros. Donc, enfin 20 et 22 euros exactement. J'ai renforcé mon PRU là aussi et je l'ai revendu avec une petite plus-value, comme vous pouvez le voir, avec 43 euros de plus-value. Ensuite, il y a eu une deuxième phase, hein, c'est ce que je représente ce deuxième tableau. Donc, vous pouvez voir, voilà, EWLD, donc c'est un ETF World de chez Amundi Lixor. Et en fait, pourquoi je l'avais vendu? J'avais pas prévu de le vendre au départ. C'est juste parce qu'ils avaient décidé de changer de politique
Et en fait, c'était pas clair. Et conclusion, il est tout simplement passé de capitalisant à distribuant. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la différence, capitalisant, eh ben, ça ne distribue pas de dividendes et ces dividendes sont directement remis dans le titre. Donc la valeur, elle a tendance à croître, d'accord? Et le distribuant, tout simplement, ça génère ça détache un dividende chaque année. Alors, il y a quelqu'un qui a du WLD, il s'est renseigné et apparemment Amundi Lixor lui aurait répondu que la date de détachement, pardon, de cet ETF, ce dividende sur cet ETF World, il serait de l'ordre de 1,4 à 1,8%, et ce serait en décembre. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, décembre 2024, détachement du dividende de EWLD de l'ordre de 1,4 à 1,8% en règle générale. Donc j'avais vendu un peu avant la date fatidique du 15 mars 2024 où il y allait avoir ce changement, et donc j'avais tiré une plus-value de plus 10 euros comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a BNP, ben voilà, j'arrête pas de le dire dans ma vidéo, c'est une valeur un peu de trader, où voilà, elle aussi en gros entre de plus ou moins 10 euros. Donc voilà, j'avais acheté à 55, revendu 63. Là, je suis en train de faire pareil, j'ai acheté à 58, j'espère la revendre à 68, voire plus. Je sais pas encore. Alors, si je devais être rigoureux, ben, je dis je vends à 68, point barre. Mais il y a quand même ce côté dividende de 4,60 € qui est sympa. Non, je vais rester à ma stratégie initiale. Il faut rester discipliné. C'est l'objet de cette vidéo. 68, je vendrai BNP. Ensuite, Euronext, voilà, j'avais fait un petit pari ce jour-là. Voilà, il y allait avoir les résultats à une date donnée, donc je crois que c'était le 17 février là, de 2024. Et j'ai décidé d'acheter le 16 février, donc la veille, voilà, à 79,8 euros de PRU. Et je m'étais fixé un objectif, voilà, de 86 parce qu'il me semblait qu'il y avait une résistance à 86 euros. Je l'ai revendu à 86, je me suis fait cette petite plus-value de 120 euros comme vous pouvez le voir. Bon, maintenant, ceux qui s'intéressent encore à Euronext, elle est actuellement à 102 euros. Donc, j'aurais, le temps me dit que j'aurais dû garder, hein, parce que c'est une très belle valeur, et je pense encore que c'est une très belle valeur. Là, maintenant, je déconseille aux gens d'y rentrer parce que, voilà, ça commence à stagner un petit peu. Alors, j'ai pas fait l'analyse technique exactement, mais son all-time high, son plus haut historique est autour des 109 euros. 102 pour aller à 109, c'est pas un bon ratio risque-rendement, comme diraient les pros. Donc, attendre une correction, un autre cycle, on va dire, une baisse, puis une nouvelle hausse, pour éventuellement rentrer sur ce titre à un prix plus bas, plus avantageux. Thales, voilà, Ukraine, Russie, Israël, Hamas, etc. Dès qu'il y a la guerre, hop, Thales est plutôt haussier hein, dans le secteur de la défense et de l'aéronautique, donc surtout de la défense. Là, je me suis dit, tiens, ça sent bon pour Thales, je vais mettre un petit billet là-dessus. Et voilà, je me suis retiré avec une petite plus-value de 4%, comme vous pouvez le voir. Effectivement, je l'avais déjà analysé dans les précédentes vidéos. Elle a plutôt une tendance haussière de long terme, mais là, c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, l'histoire joue en sa faveur. Et enfin, Neoen, c'était une recommandation de Bourse Direct. Voilà, j'étais rentré à 26,80 et j'étais ressorti à 29. Alors eux, Bourse Direct disait analyse technique en faveur d'une cible à 31. J'ai voulu être prudent, j'ai pas attendu les 31. Bon, elle a recorrigé après 29, elle est ensuite remontée à 31. Et là, actuellement, pour ceux qui ne savent pas, elle fait l'objet d'une OPA, d'une offre publique d'achat à plus de 39 euros. C'est pour ça que le titre, il stagne à plus de 39 euros. Donc voilà, ça sert à rien de rentrer sur le titre maintenant, puisque voilà, elle va être achetée pour 39,80 € je crois, et elle cote actuellement 39,30 €. Bon, là aussi, je suis passé à côté d'une belle opportunité, mais c'est pas grave, hein, c'est en chutant c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà pour Neoen. Bon, je vais pas vous parler à nouveau de Stellantis, hein, mais je vous ai dit, il y a eu un avant et après Stellantis. Donc le avant Stellantis, c'est ce que je viens de vous présenter. Stellantis, si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous l'ai mis en description, avec une très forte moins-value, j'y ai perdu un bras. Et là où je suis surtout très fier aujourd'hui, c'est Essilor Luxottica, ma plus belle surprise. J'ai été rentré dessus, comme vous pouvez le voir, à 185,34 € sur une recommandation de Bourse Direct. Mais avant d'y rentrer, j'avais quand même bien regardé un petit peu de quoi il en était. Ce sont les lunettes Ray-Ban Oakley. Et puis voilà, plutôt tendance haussière de très long terme.
et de court et moyen terme quand j'ai analysé le titre, c'est le cas actuellement. Et là, ils ont publié leurs résultats la semaine dernière et aujourd'hui, c'est bien monté de l'ordre de plus de 1%. Je crois c'est parce qu'ils ont précisé leur chiffre exact en fait, ici leur Luxottica, hier soir ou ce matin. Et c'est monté jusqu'à un plus haut, il me semble, de 222 euros et 50 centimes. Moi, j'ai vendu à 222 euros. C'était mon objectif depuis longtemps. Je vous ai dit, j'avais été précis là-dessus. C'était mon analyse à moi. Il y en a qui visent plus haut. Et moi, pour être honnête, j'avais vu 223 euros comme prochaine résistance que j'avais calculé, estimé. Donc, je m'étais mis un cran en dessous à 222 euros pour être sûr de vendre avec ma plus-value. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai eu 19,57% de plus-value. Et voilà, plus de 360 euros de plus-value sur ce titre. Donc, je vous ai dit, le plus haut aujourd'hui, 222,5 euros. Et elle a terminé, il me semble, à 221 euros et 90 centimes. Donc, avant de se lancer sur les analyses graphiques, sur les courbes de bourse, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord vous, apprendre à mieux vous connaître, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux face au risque, on n'a pas tous le même pognon, on n'a pas tous la même épargne, on n'a pas tous la même chance, si je puis dire, on n'a pas tous la même affinité vis-à-vis de la bourse, on n'a pas tous le temps de pouvoir analyser tout ça. On n'est pas là, bien sûr, pour écouter les premiers venus, ni écouter qui que ce soit d'ailleurs hein, quand il s'agit d'investissement. Il faut prendre les informations et il faut les étudier par soi-même, voilà, pour savoir si cela vous convient, d'accord? Parce que il y a des arnaqueurs, il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi, il y en a qui, justement, disent dans leur propre but de gagner de l'argent, hein, en disant venez écouter mes conseils et vous deviendrez millionnaire. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis investisseur depuis un peu plus d'un an via mon PA, comme je vous l'ai dit. Là, je viens d'être le plus transparent possible en vous exposant mes tableaux Excel avec mes points d'entrée, mes points de sortie, mes plus-values, mes moins-values, mon avis personnel, pourquoi j'ai fait ces choix. Je vous ai tout dit sur ces valeurs aujourd'hui. Bien sûr, des fois, je partage mon avis en vous disant, cette valeur, je la sens bien, mais je vous dis pas cette valeur, je la sens bien. Dans mes vidéos précédentes, je vous mets une courbe, je vous dis pourquoi je la sens bien. Après, libre à vous de dire si c'est de la merde, mon analyse, hein, vous pouvez le dire en commentaire, c'est de la merde, hein, je le prendrai pas mal. Il y en a, ils peuvent très bien dire, je partage ton avis, je suis d'accord. Ou d'autres disent, non, en fait, moi, je vois pas les choses comme ça, parce que justement, ils ont un souci avec tel ou tel modèle de commercialisation, hein, ce genre de choses. C'est important, enfin, c'est intéressant surtout. C'est aussi important de bien savoir ce que l'on fait, hein, de se renseigner avant de se lancer. Il y en a, ils parlent de paper trading. Paper trading, c'est, vous savez, les sites où on peut justement créer un portefeuille virtuel et s'amuser avec de l'argent fictif. Le problème avec cet argent fictif, c'est justement, c'est qu'il est fictif. Vous savez, c'est comme quand vous jouez au poker sur les jeux en ligne avec de l'argent fictif, eh ben, vous êtes tenté de faire tapis parce que vous vous en fichez. De toute façon, c'est pas votre pognon. Ben là, c'est un peu pareil. Le but étant d'être pédagogique et le but étant d'apprendre à mieux se connaître. D'accord? Avec un portefeuille, par exemple, de 1000 ou 10 000 euros, tu dis, tiens, si j'achète ça et je regarde ce qui se passera au bout d'une semaine, est-ce que je vais être gagnant ou pas? Mais il faut savoir s'y tenir. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous résume. Un, apprendre à mieux se connaître. Deux, savoir si on est investisseur court terme, moyen terme ou long terme, donc c'est définir ses propres objectifs. Pourquoi vous mettez en bourse? C'est pas juste devenir millionnaire, c'est par exemple faire fructifier son épargne, voilà. Et après, c'est bien de mettre des chiffres. Est-ce que je veux gagner par exemple 1000 euros avant la fin de l'année? Est-ce que je veux gagner 10 000 euros avant la fin de l'année? Alors bien sûr, il faut se fixer des objectifs réalisables, des objectifs réalistes, d'accord? Parce que si, voilà, si vous imaginez gagner 1 million avec 1 euro, c'est impossible. D'accord? C'est impossible. J'ai pas besoin de faire une vidéo là-dessus, hein. Franchement, impossible. Sauf si vous grattez un ticket gagnant de loterie ou je ne sais quoi. Et ensuite, c'est s'organiser en faisant son propre plan de trading. Donc, soit vous faites des analyses techniques et fondamentales et vous dites, tiens, c'est le bon moment pour entrer, mais il faut que je sorte au bout de tel objectif. Il y en a même qui parlent de stop loss, justement pour limiter les pertes. Alors, je vous avoue que je maîtrise pas trop et l'application Bourse Direct,
elle est pas idéale pour ça. C'est pour ça, et puis ça colle pas avec mon profil. Moi, je suis plutôt investisseur long terme, donc avant de me lancer, j'estime que même si je subis une grosse baisse, je suis censé remonter la pente. Alors ça n'a pas été le cas pour Stellantis, hein, parce que Stellantis, j'ai fait clairement une erreur de débutant. Je suis rentré sur une phase baissière en me disant, tiens, c'est une opportunité, c'est les soldes, hein, les soldes, wouhou, le Black Friday, Black Friday. Non, je déconne. Et puis en fait, ça continue à baisser. Et puis régulièrement, il y avait mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Donc voilà, quand les gens vous disent, moi, je m'investirai pas sur Stellantis ou ma voiture Stellantis c'est de la merde, je suis tout le temps chez garagiste, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, hein, ce qui n'a pas été mon cas. Malheureusement, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, hein. Il y a plus grave dans la vie, hein. Vous voyez, je suis en bonne santé, tout va bien, hein. Merci. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est important de discuter sur des forums, voilà, lire des articles boursiers. C'est intéressant de prendre l'avis des analystes, même si quand le cours là de Essilor Luxottica, par exemple, si je prends l'exemple d'Essilor, il est à 222 euros. Demain, il y a un analyste qui va dire, oui, ben je mets Essilor à 222 euros. Ouais, mais ça, fallait nous le dire il y a 3 semaines avant, en fait, pas maintenant. Donc voilà, et ils sont payés, ils sont très bien payés pour ça. Mais néanmoins, quand plusieurs analystes recommandent un titre, c'est en général bon signe. Voilà, voilà. Mais encore une fois, il faut que vous créez vos propres objectifs et que vous ne vous lanciez pas tant que tous vos feux ne sont pas verts. D'accord? C'est comme avant de partir, si votre ceinture elle est pas attachée ou si vos feux ne marchent pas, vous ne démarrez pas. Ou si votre pneu est crevé, vous démarrez pas. Même chose dans l'avion. L'avion, je sais pas pour ceux qui connaissent un peu l'avion, c'est le même principe. Le pilote, avant de décoller, il y a des vérifications intérieures, des vérifications extérieures. Il fait une checklist avant de démarrer, d'allumer son moteur. Après, il fait une deuxième checklist avant de décoller et il fait une troisième checklist une fois qu'il est dans les airs. D'accord? Et bien sûr, il explique tout ça à la tour radio. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, me dire en commentaire ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, ce qui t'intéresserait par la suite. Et puis je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut!